Alors maintenant, pour parler de la dilatation du temps, on va se servir de la même mise en scène qui est utilisée dans le bouquin de Marc Séguin, qui s'appelle « Physique, ondes, optique et physique moderne au 21e siècle ». Donc à la page 387, vous avez la mise en situation où il est question de deux vaisseaux qui se rencontrent dans l'espace. Évidemment, les deux vaisseaux vont devoir avoir une vitesse considérable les uns par rapport aux autres. Plus tard, on démontrera que les deux vaisseaux ne peuvent pas bouger à une vitesse aussi grande que celle de la lumière l'un par rapport à l'autre, mais pourraient bouger à 60% ou 80% de la vitesse de la lumière l'un par rapport à l'autre. Lorsque les vitesses sont petites par rapport à la vitesse de la lumière qu'on appelle c, ça n'a pas beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que tout va se produire, tout va se passer comme dans le salon habituellement, puis le temps s'écoule de la même façon pour tout le monde. Il n'y a pas de phénomène de dilatation du temps de façon appréciable lorsque les vitesses sont petites. Mais lorsque les vitesses sont grandes, là, tout à coup, ça commence à compter. Et donc, là, ici, il va y avoir deux vaisseaux spatiaux, un qui est le vaisseau de Béatrice. Alors, Béatrice est ici, et on a placé un compteur ici, puis un miroir de l'autre côté dans son vaisseau. Et le deuxième vaisseau, c'est celui d'Albert, avec un copain qui est à l'autre extrémité, qui s'appelle Archibald. Donc, il y a un vaisseau A, un vaisseau B, et il va y avoir un mouvement relatif. La vitesse du vaisseau B est vers la droite par rapport au vaisseau A, et les deux postulats de la relativité restreinte, je vous les rappelle, ils sont faciles à comprendre. Premièrement, les lois de la physique doivent être les mêmes dans A et dans B. Ça serait un peu décevant d'imaginer des lois de la physique qui ne s'appliquent que pour le A et pas pour d'autres parties de l'univers. Donc les lois de la physique sont les mêmes dans A et dans B, dans n'importe quel système stationnaire, n'importe quel système inertiel. Et deuxième loi, la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Donc ça, évidemment, c'est celle-là qui est le plus spectaculaire, qui va entraîner des conséquences. La vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. C égale 3 fois 10 exposant 8 mètres à la seconde. On imagine donc qu'il va se produire quelque chose de très spécial ici. On va faire un chronomètre, un chronométrage entre deux événements. Le premier, ça va être le départ d'un photon quand Béatrice est vis-à-vis d'Albert. Et ce photon-là va aller jusqu'au miroir au fond et revenir. Puis, le premier événement, ça va être le départ du photon. Et le deuxième événement, ça va être l'arrivée du photon au moment où Béatrice peut voir dans son hublot Archibald juste vis-à-vis d'elle. Le départ et l'arrivée du photon vont constituer le départ et l'arrivée, le début et la fin d'un intervalle de temps qui va être observé soit du point de vue de A, soit du point de vue de B. Et on va l'appeler à ce moment-là delta TB ou delta TA selon le point de vue. Delta TA selon le point de vue. Alors évidemment, lorsqu'on se place du point de vue de Béatrice, Béatrice est ici dans son vaisseau, bien tranquille, ce n'est pas elle qui bouge. Là, on regarde le point de vue de Béatrice, c'est le vaisseau d'Albert qui arrive à toute vitesse dans ce sens-là. La vitesse est la même que celle que j'avais indiquée tout à l'heure, l'une par rapport à l'autre, l'autre par rapport à l'une. Donc, lorsqu'on regarde ce qui se passe du point de vue de Béatrice, la longueur de son vaisseau étant de 6000 mètres, 6 km, et ça, on va appeler ça la longueur du vaisseau B. Mais ici, j'écris B, non pas parce que c'est la longueur du vaisseau B qu'on regarde, mais parce que c'est la longueur telle que vue dans le vaisseau B. Il y a une petite nuance qui va devenir importante au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, la longueur est de 6000 mètres. Le photon va aller jusqu'au miroir et va revenir. Combien de temps ça va prendre? Si le photon fait son départ ici,
Et il fait son arrivée au moment où Archibald est vis-à-vis Béatrice. Donc là, la longueur du vaisseau, c'est 6000 mètres. Le photon va la parcourir aller-retour, donc 2 fois 6000 mètres. Ça fait 12 000 mètres. Et il se déplace à la vitesse de la lumière. Donc, si on divise 12 000 mètres par C, on obtient le temps que ça va prendre d'après Béatrice. Et ce temps, c'est facile à trouver parce que ça ici, c'est 3 fois 10 exposant 8. Donc, ça donne 4 fois 10 exposant moins 5, donc 40 microsecondes. Alors, évidemment, là, je vais vite un peu avec les unités, mais je pense que tout le monde, vous pouvez suivre. 40 microsecondes pour faire aller-retour d'après Béatrice. C'est pour ça qu'on dit delta T B, parce que ça, c'est tel que mesuré dans le système B. Ça va pour tout le monde? Maintenant, on va regarder comment ça se passe quand on se situe dans le système A, c'est-à-dire dans le système d'Archibald et d'Albert. Ce système étant immobile, puisqu'on est dans ce système, on voit le vaisseau P avancer à une certaine vitesse. À une vitesse telle que le départ se fait du côté ici et l'arrivée se fait ici. Donc, on a l'arrivée du photon et on a le départ du photon. Au moment où le vaisseau de Béatrice est au milieu, entre Albert et Archibald, le photon vient frapper le miroir en haut. Donc, le trajet du photon ou du rayon de lumière, si on veut, se fait comme ceci. Alors là, ici, le vaisseau d'Archibald mesure 9000 mètres. Par conséquent, si on regarde la moitié ici, on a 4500 mètres. On a 6000 mètres ici. C'est facile, avec le théorème de Pythagore, de calculer la racine carrée de ça au carré plus ça au carré, ça donne 7500 mètres. Donc là, j'ai 7500 mètres à faire d'un sens puis de 7500 mètres à faire dans l'autre sens. Alors que quand j'étais dans le système de Béatrice, j'avais 6000 mètres à faire comme ça, 6000 mètres à faire comme ça. Ça, c'est un point de vue de B, ça, c'est du point de vue de A. On voit tout de suite que la longueur du trajet, quand on se place dans le vaisseau d'Archibald et d'Albert, est plus grande. Là, on a deux choix. On a un choix qui donne deux possibilités. Soit on se dit, ben voyons donc, il faut que ça prenne le même temps pour faire l'aller-retour ici. Donc, la vitesse de la lumière doit être plus grande dans le système d'Archibald pour être capable de faire une distance supérieure dans le même temps. Si on se dit ça, on vient de bousiller le deuxième théorème, le deuxième postulat de la théorie de la relativité. Effectivement, Einstein est parti de l'hypothèse que la vitesse de la lumière devait être la même pour tous les observateurs. La première conséquence, c'est celle-ci. Puisque la vitesse du photon aller-retour ici doit être la même que la vitesse du photon aller-retour là, il faut que ça prenne plus de temps dans ce système que dans celui-ci. Et lorsqu'on calcule avec la distance que j'ai donnée, 7500 mètres deux fois, à la vitesse de la lumière, ben ça donne 50 microsecondes. Donc le temps qui s'est écoulé dans le référentiel d'Albert et d'Archibald est plus long que celui qui s'est écoulé dans le système de Béatrice. La proportion entre les deux, on l'appelle gamma. C'est-à-dire, si on divise delta TA par delta TB, on appelle ça gamma. C'est une fraction qui dépend de la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus gamma augmente. Alors maintenant, un petit peu de mathématiques de la relativité. La valeur de gamma, ça, vous pouvez voir, c'est assez facile à comprendre. Ça relève simplement du théorème de Pythagore. Gamma est égal à 1 divisé par la racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Alors, ça a l'air compliqué, gamma, comme ça. On peut l'exprimer aussi en disant 1 moins V2 sur C2
exposant moins une demi. Je ne sais pas si ça fait vraiment plus simple, mais c'est une autre façon équivalente de le dire. Si on dit, voilà le problème, on a la vitesse du photon, on a la vitesse du vaisseau. Imaginons qu'on met un angle θ entre les deux. Alors, V sur C donne le cosinus de l'angle. V2 sur C2 donne le cosinus carré de l'angle. Et 1 moins V2 sur C2 donne le sinus de l'angle. En fait, racine carrée de 1 moins V2 sur C2 donne racine carrée de 1 moins le cos carré. C'est qui fait le sinus de l'angle. C'est une autre façon de le dire. C'est une façon peut-être plus simple de le dire. Et il y a un physicien qui a tout énoncé, qui a tout réénoncé la théorie de la relativité d'Einstein en se servant plutôt de l'angle formé entre la vitesse de la lumière et la vitesse du vaisseau. Bon, en fin de compte, ça n'a pas donné les résultats pédagogiques escomptés. C'est une façon de le décrire qui reste valable, mais pédagogiquement, la plupart des gens sont d'avis que ce n'est pas nécessairement une simplification. Ça a l'air simple ici, mais ce n'est pas nécessairement une simplification. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la valeur de gamma au fur et à mesure que la vitesse augmente. Évidemment, on peut partir d'une vitesse nulle pour aller jusqu'à une vitesse C. On verra par la suite que c'est impossible à dépasser la vitesse C. Lorsque V égale à 0, on a ici l'unité au dénominateur, et ça donne 1. Gamma donne 1. Gamma ne peut jamais être inférieur à 1. Et donc, dès que la vitesse de la lumière commence à augmenter, en fait, il faut vraiment qu'on atteigne une vitesse considérable par rapport à celle de la lumière, peut-être la moitié ou les 2/3, pour que ça commence à compter vraiment. Et la courbe, la valeur de gamma, tend vers l'infini lorsque la vitesse tend vers C. Donc, par exemple, on peut facilement calculer que si la vitesse vaut 0,1 C, donc si le rapport V sur C donne 0,1, la valeur de gamma est assez proche de 1, c'est-à-dire 1,005. Déjà, on se déplace à 30 000 km/s, et la valeur de gamma, c'est à peine supérieur à 1. Donc, je ne sais pas si à l'œil nu, on pourrait visualiser les effets. À partir du moment où on va à la moitié de la vitesse de la lumière, 0,5, là, on obtient 1,15. Gamma vaut 1,16, disons, si on arrondit. Et si on va à 0,9, c'est-à-dire 90% de la vitesse de la lumière, là, on a un effet de gamma qui vaut environ 5. Non, c'est-à-dire environ 2. Je vais mettre ici 8,6, 8,7 pour donner 2. Et si on va à 99% de la vitesse de la lumière, le gamma vaut 7. Maintenant, c'est important de réaliser que quand on approche encore de la vitesse de la lumière à ce point-ci, la différence semble minime. Mais tout se passe là parce qu'évidemment, en s'approchant de la vitesse de la lumière, le facteur tend vers l'infini. Donc là, on arrive à 22. Et là, les effets